à celle que j'aurais dû aimer. L'amour se mettre silencieux m'a pris trop tard, la danse de ton essence. Voilà, ces quelques mots, c'est vraiment le cœur du texte de Smiley Rock, une œuvre qui plonge tête la première dans le regret. On va commencer par explorer justement ça, ce fantôme qui nous hante tous un peu, celui de ce qui aurait dû être. Alors concrètement, de quoi parle-t-on ? L'auteur décrit cette mentalité du « j'aurais dû » comme une véritable prison. C'est une image forte, c'est comme une encre qui nous cloue au passé et qui nous empêche en fait d'avancer. C'est un état d'esprit qui paralyse complètement. Au lieu de vivre ce qui est, on passe son temps à contempler ce qui n'a pas été. Et cette citation, elle est parfaite pour illustrer la conséquence de tout ça. Le regret, ce n'est pas juste un mauvais souvenir, non. C'est un potentiel qui n'a jamais été exploré. C'est comme un livre entier, plein de possibilités qu'on n'a jamais osé ouvrir. C'est une métaphore vraiment puissante, celle de la vie qu'on n'a pas vécue. Bon, on a bien compris ce sentiment de regret, on l'a bien ressenti. Mais alors, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est là que ça devient intéressant. L'auteur propose un outil pour le comprendre. Parce que l'idée, ce n'est pas juste de subir cette émotion, c'est de l'analyser. Mais oui, comment on fait ? Comment est-ce qu'on transforme une douleur aussi paralysante en quelque chose de constructif ? Et c'est là toute la force du texte. L'auteur ne fait pas que poser le problème. Il va plus loin, il propose une véritable méthode, un cadre de réflexion. Et cette méthode, elle a un nom, la philittérature. C'est le concept clé de tout le livre. Philittérature, c'est la contraction bien sûr de philosophie et de littérature. En gros, c'est une manière d'utiliser la rigueur de la pensée pour mettre un peu de lumière sur les tempêtes du cœur. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est que pour l'auteur, notre existence, ce n'est pas juste une suite de sentiments qu'on subit. C'est une construction. Et la philittérature, eh bien, c'est l'outil pour construire ça. Et forcément, qui dit esprit et cœur, dit conflit. Cette idée nous amène tout droit à cette bataille éternelle, presque un cliché mais tellement vrai, celle entre l'émotion et la raison. Alors, on a d'un côté le cœur, la passion, l'instinct, ce que l'auteur appelle la vibration. C'est immédiat, c'est brut. Et de l'autre côté, le cerveau, la réflexion, la logique, la construction, c'est plus lent, c'est méthodique. Et le texte nous plonge vraiment au centre de ce combat intérieur. Un combat que, franchement, on connaît tous. Cette image, elle résume tout, non ? Ce conflit interne est parfaitement visualisé ici. Et ce qui est important, ce n'est pas de savoir qui va gagner, c'est de trouver un équilibre. Toute la question est là. Comment on pèse la chaleur bouillante de la passion face à la clarté, parfois un peu froide, de la raison ? Et c'est là que l'auteur propose sa solution. Et elle est assez élégante. Au lieu d'opposer les deux, il propose de les fusionner. Il appelle ça le cœur cerval. C'est une sorte d'intelligence sensible, la capacité à ressentir les choses très profondément, mais en même temps à comprendre ce qu'on ressent. C'est un amour qui serait à la fois vibrant et lucide. Ok, tout ça c'est un peu philosophique, c'est vrai. Mais comment ça se traduit dans la vraie vie ? Voyons un peu comment ces idées s'appliquent aux réalités bien compliquées de nos relations et de notre communication aujourd'hui. Et là, cette juxtaposition, elle est fascinante. On a d'un côté la recherche de connexion à travers des textes denses, de la poésie, et de l'autre, des messages sur un smartphone, rapides, fragmentés. Au fond, on cherche tous la même chose, se connecter à l'autre. Mais les moyens qu'on utilise sont devenus tellement différents, tellement éclatés. Et cette phrase du texte, elle est percutante. Admirer, c'est pour les statues, idiot. Moi, je suis vivante. Ça claque. Ça résume une frustration tellement moderne. Le personnage en a marre d'être un idéal, d'être mis sur un piédestal. Ce qu'elle veut, c'est une connexion. Une vraie. Dans le présent, vivante. Pas une admiration à distance. Et bien sûr, se connecter, ce n'est pas si simple. Cette image, elle montre bien tous les obstacles. Il y a les barrières que la société nous met, et puis il y a celles qu'on se met nous-mêmes à cause de nos insécurités. Tout ça, ça complique énormément notre capacité à nous connecter pour de vrai. Parfois, c'est même nous qui coupons le pont. On arrive maintenant à la fin de ce parcours. On est parti de la paralysie du regret, et on va voir comment le texte nous amène à une résolution, à une manière de reprendre le pouvoir sur le présent. Alors comment on fait ? L'auteur lance un véritable appel à l'action, et il commence comme ça. Le temps passé du « j'aurais dû ». On sent tout le poids du passé là-dedans, tout le fardeau de ce qu'on n'a pas fait. Doit céder la place au temps présent du « je suis ». Et voilà. Le pivot, il est là. C'est un changement radical de perspective. L'idée, ce n'est plus de se définir par ce qu'on regrette, mais par ce qu'on est, là, maintenant. C'est passer de la passivité à l'action, du fantôme à la personne bien vivante. Et cette dernière citation, elle vient renforcer cette idée. Tant qu'il reste une étincelle d'espoir, rien n'est jamais perdu. Ça veut dire que même au plus profond de l'absence, il y a toujours une possibilité de reconstruire. Le regret, finalement, ce n'est pas une fin en soi. Ça peut être le point de départ d'une nouvelle conscience. Et on va terminer avec cette question qui, en fait, nous renvoie à notre propre histoire.
Parce que le texte de Smart Stroke, ce n'est pas juste une histoire de regret amoureux, c'est bien plus que ça. C'est un miroir. Un miroir qui nous invite à regarder ces fameux livres qu'on n'a jamais ouverts et à se poser la question, est-ce qu'on est enfin prêt à commencer à écrire au présent ?